Le tueur du Zodiac était un meurtrier qui semblait non seulement tuer pour le plaisir, mais surtout pour l'attention médiatique que cela attirerait. Pour lui, tout cela n'était qu'un jeu de « attrape-moi si tu peux ». Il semblait adorer l'idée de ce jeu entre lui et la police, et il appréciait la peur qu'il causait. Il envoyait des lettres très détaillées à la police et aux médias, leur donnant des informations sur les meurtres que seul le tueur pouvait connaître. Il ajoutait également une touche de moquerie envers la police en envoyant des lettres avec des codes secrets, affirmant qu'il pourrait révéler son identité s'ils étaient déchiffrés. Les crimes du Zodiac ont commencé par la fusillade de deux adolescents dans un lieu de rendez-vous amoureux à Benicia en décembre 1968. Au cours de l'année suivante, il a fait plusieurs autres victimes, narguant les autorités avec des messages. Il choisissait des jeunes couples dans des endroits tranquilles comme victimes et planifiait soigneusement ses actions pour attirer le plus d'attention possible de la part de la police. Malgré une enquête intense et des centaines de suspects potentiels, le tueur du Zodiac n'a jamais été identifié, bien que des preuves ADN aient pointé vers différents suspects. Ces lettres affirmaient qu'il avait tué jusqu'à 37 personnes, bien que les autorités n'aient pu le relier qu'à 5 meurtres confirmés. Le clown tueur John Wayne Gacy était connu sous le nom de Pogo le Clown lors d'événements communautaires locaux et de charité. Mais en privé, il était le tueur de masse qui a assassiné 33 jeunes hommes dans sa maison à Norwood Park Township, dans l'Illinois, entre 1972 et 1978. Gacy a tiré au moins 33 jeunes hommes et garçons chez lui, après avoir publié des offres d'emploi dans des lieux publics. Une fois à l'intérieur, il les torturait avant de les étrangler ou de les étouffer à mort. Sa série de meurtres a pris fin en 1978 lorsque la police a découvert un nombre important de restes humains enterrés dans le vide sanitaire de sa maison et dans les environs. L'enquête a révélé qu'il avait soigneusement enregistré ses crimes dans des journaux et conservé des souvenirs de ses victimes. Tout cela était un jeu pour lui, et on dit que cela lui apportait beaucoup de bonheur. En 1980, Gacy a été reconnu coupable de 33 meurtres et condamné à mort. Pourtant, même face à la mort imminente, ses derniers mots furent « embrasse mon cul ». Ted Bundy en surface, comme beaucoup de tueurs en série, était considéré comme un homme charmant et charismatique. Bundy utilisait presque toujours son charisme pour gagner la confiance de sa prochaine victime. Il était bon pour parler et semblait sympathique, ce qui faisait que les gens lui faisaient confiance. C'était une astuce pour lui faciliter la tâche de trouver une victime. Pendant près de 4 ans, il a commis plus de 30 meurtres sans que personne ne se doute de rien, en raison de sa nature avenante. Entre 1974 et 1978, Bundy a mené une série de meurtres à travers plusieurs États, ciblant principalement de jeunes femmes et filles. Il attirait ses victimes en se faisant passer pour une autorité ou en prétendant avoir besoin d'aide, utilisant des ruses comme prétendre être blessé et utiliser des béquilles ou une écharpe pour manipuler les victimes et les inciter à l'aider. Cela non seulement le rendait moins menaçant, mais lui permettait aussi de les approcher de son véhicule pour ensuite les assassiner brutalement. Les méthodes de mise à mort de Bundy étaient particulièrement atroces, puisqu'il revenait souvent sur les lieux du crime pour commettre des actes de nécrophilie. Pire encore, il décapitait au moins 12 de ses victimes et conservait leur tête coupée pour se souvenir d'elles. Malgré la régularité de ses meurtres, Bundy a réussi à échapper à la capture pendant des années grâce à sa capacité à se fondre dans la société. En tant que tueur de masse, il semblait être un homme ordinaire. Il sortait avec des femmes, avait un emploi et n'était pas socialement maladroit. Lors de son procès en Floride, Bundy s'est défendu seul et a tenté de se présenter comme une victime de la pornographie et d'une vie familiale dysfonctionnelle. Cependant, les preuves contre lui étaient accablantes, et il a finalement été reconnu coupable et condamné à mort. Le cannibale de Milwaukee, de la nécrophilie au cannibalisme et à la conservation permanente des parties des corps de ses victimes, Jeffrey Dahmer a failli s'en tirer à bon compte si ce n'était pour une victime qui a réussi à s'échapper. Dahmer attirait généralement des hommes, principalement de jeunes afro-américains, dans son appartement où il droguait leurs boissons avant de faire ce qu'il voulait d'eux. Après avoir tué ses victimes, il dépeçait leur corps et gardait diverses parties comme des crânes, des mains et des organes génitaux, allant même jusqu'à manger certaines parties. Il a essayé différentes expériences sur certaines victimes, espérant les mettre dans un état de zombie en utilisant une perceuse et des produits chimiques nocifs, pensant que cela les ferait rester pour toujours. Au total, Dahmer a été condamné pour le meurtre de 15 hommes et garçons, bien qu'il ait avoué d'autres meurtres. Peut-être que le pire est que le nombre aurait pu être plus bas, car une de ses victimes, un garçon mineur de Laotien, avait réussi à s'échapper de sa maison même après que Dahmer lui ait percé un trou dans la tête. Cependant, la police a ramené la victime chez Dahmer après que celui-ci ait menti en disant qu'il était son petit ami ivre. Dahmer a finalement été arrêté en 1991 et condamné à la prison à vie, mais il est mort plus tard après avoir été battu à mort par un autre détenu. Jack l'Éventreur, avec 5 victimes et 5 gorges tranchées avec une précision presque chirurgicale, n'a pas un bilan de décès aussi élevé que d'autres tueurs en série, mais il a réussi là où les autres ont échoué. Il a échappé à la justice. Les meurtres ont eu lieu dans le quartier pauvre de Whitechapel à Londres en 1888.
où les victimes étaient des prostituées âgées qui, selon toute probabilité, avaient été payées pour leurs services, mais sans le savoir, avaient été payées pour mourir. À l'époque où les meurtres comme ceux-ci auraient été partout sur les réseaux sociaux ou dans les nouvelles, tout le monde devait se fier aux journaux ou aux rumeurs, ce qui rendait tout cela encore pire. Les journaux parlèrent de la façon dont l'éventreur enlevait les organes internes de ses victimes en les gardant soigneusement intacts. À l'époque, l'éducation sur des sujets comme l'anatomie humaine était réservée aux plus riches de la société, ce qui signifiait que le public pensait qu'il n'avait pas seulement affaire à un meurtrier, mais à quelqu'un de brillant, et peut-être de très riche. En 1888, après la découverte du premier corps, d'autres ont suivi. On peut imaginer la terreur que tout le monde ressentait à l'époque, avec des rumeurs circulant selon lesquelles il pourrait être un vampire qui buvait le sang de ses victimes ou qu'il était une sorte d'esprit vengeur tuant les personnes immorales de la société. La plupart des autorités de l'époque pensaient que les victimes, étant pour la plupart des prostituées pauvres forcées de vivre ainsi pour joindre les deux bouts, l'avaient bien cherché et les protégeaient à haute peine. Mais malgré l'enquête intensive à l'époque et les nombreux suspects proposés au fil des ans, l'identité de Jack l'Éventreur reste l'un des plus grands mystères à ce jour. Charles Manson était essentiellement un gourou de secte qui a formé une communauté connue sous le nom de la famille Manson à la fin des années 1960, attirant un groupe dévoué de disciples, principalement des jeunes femmes. Avec ses idéaux et sa personnalité charismatique, il prêchait une philosophie sombre impliquant le déclenchement d'une guerre raciale qu'il appelait Helter Skelter, avec pour plan de commettre des meurtres contre des célébrités et de les faire passer pour des gangs noirs. En août 1969, sous les ordres de Manson, des membres de sa secte ont assassiné l'actrice enceinte Sharon Tate ainsi que 4 autres personnes dans sa maison de Los Angeles. La nuit suivante, ils ont tué un couple, Leno et Rosemary LaBianca, dans leur maison, laissant des messages écrits avec du sang sur les 2 scènes de crime, tels que « mort au porc », en référence aux policiers pour faire croire que ces crimes avaient été commis par des gangs. Manson n'a même pas physiquement commis les meurtres lui-même, mais a plutôt manipulé ses adeptes pour qu'ils les réalisent pour lui. Manson a été reconnu coupable de complot pour meurtre et a reçu la peine de mort, qui a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité. Ed Gein vivait une vie isolée avec sa mère sévère dans leur ferme familiale à Plainfield, Wisconsin. Après la mort de sa mère en 1945, l'état mental déjà fragile de Gein s'est détérioré, le conduisant sur un chemin sombre de nécrophilie, de vol de tombes et finalement de meurtre. En 1957, lorsque les autorités locales enquêtaient sur la disparition d'une femme, elles ont dû fouiller sa propriété. La maison de ce fermier discret s'est révélée être l'une des scènes de crime les plus horribles de l'histoire du meurtre. Gein avait fabriqué des objets ménagers et des vêtements à partir de peau humaine et de parties du corps, y compris des crânes utilisés comme bols et des meubles en peau humaine. Une enquête plus approfondie a révélé que Gein avait exhumé de nombreux cadavres dans des cimetières locaux, collectant des parties du corps et les préservant dans une obsession bizarre avec sa mère décédée. Son obsession a finalement conduit au meurtre de 2 femmes, dont les corps ont été trouvés mutilés et démembrés sur sa propriété. Gein a été diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde et déclaré légalement fou. Cependant, ses crimes étaient si dérangeants que les films d'horreur Psycho et Massacre à la tronçonneuse ont été inspirés par cette histoire folle. En juin 1984, une série de meurtres a été commise sous forme d'invasion de domicile et de meurtres à travers la Californie. Les méthodes de meurtre étaient particulièrement cruelles, car le tueur entrait dans les maisons tard dans la nuit, brutaliserait ses victimes avec des coups et des agressions sexuelles, et souvent commettait des rituels sataniques avant de les tuer. La police était potentiellement confrontée à un fou cherchant ses victimes chaque nuit. Il était connu pour laisser des symboles sataniques sur les scènes de crime, ce qui lui a valu le surnom de Night Stalker. Ces crimes n'étaient pas seulement des meurtres, mais aussi une violence extrême, du sadisme et un manque apparent de remords ou d'empathie envers ses victimes. Certains corps des victimes montraient des signes de torture prolongée. Il était clair que le tueur prenait plaisir à la torture. La chasse au Night Stalker est devenue l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de la Californie, avec plus de 200 détectives travaillant sur l'affaire. En août 1985, le tueur a été reconnu et battu par un groupe de résidents à East Los Angeles avant d'être arrêté. Ainsi, Richard Ramirez, le Night Stalker, avait été capturé. Pendant son procès, Ramirez a embrassé son personnage de Night Stalker, montrant souvent un pentagramme aux caméras et provoquant les familles de ses victimes. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'au cours du procès de Richard Ramirez en 1989, un des jurés, Phyllis Singletary, est décédé de manière inattendue. Singletary a été trouvée morte dans son appartement, sa mort étant attribuée à une combinaison létale d'alcool et de médicaments sur ordonnance, en particulier le Valium et le codéine. La mort de Singletary est survenue pendant la phase de peine du procès de Ramirez, et à cause de cela, beaucoup de gens pensaient que Ramirez était responsable de la mort de la jurée. Il a finalement été reconnu coupable de 13 meurtres, de 5 tentatives de meurtre, de 11 agressions et de 14 cambriolages.
Le tueur de Rostov, en partie à cause de l'incompétence des enquêteurs et du manque de techniques judiciaires modernes à l'époque, a continué à tuer au moins 53 femmes et enfants dans les villes russes de Rostov, Shakhty et Novotcherkassk entre 1973 et 1990. Ses victimes variaient de 7 à 36 ans et il s'adonnait souvent à des actes de nécrophilie et de cannibalisme après les meurtres. Andrei Chikatilo se nourrissait de personnes vulnérables en exploitant leur confiance ou leur désespoir. Il approchait souvent ses victimes dans des lieux publics tels que des gares ou des marchés, leur offrant de l'argent, de la nourriture ou de l'aide. Il se présentait comme une figure amicale et serviable, gagnant la confiance de ses victimes avant de les conduire dans des lieux isolés où il pouvait perpétrer ses actes horribles sans interruption. Chikatilo promettait aussi une aide financière ou un soutien aux femmes en difficulté financière ou ayant besoin d'assistance. En effet, l'Union soviétique des années 1980 était un endroit difficile à vivre et les victimes étaient désespérées. Ils faisaient cela avant de les soumettre à des actes de violence, y compris la morsure de leur langue et d'autres parties du corps. Malgré une enquête des autorités soviétiques, Chikatilo est resté en liberté pendant plus d'une décennie. Sa série de meurtres a enfin pris fin en 1990 lorsqu'il a été arrêté après qu'un contrôle de routine des documents ait révélé son lien avec les meurtres. Lors de son procès, Chikatilo a avoué les meurtres et a décrit en détail glaçant le plaisir qu'il tirait des actes de violence et de mutilation. Il a finalement été reconnu coupable de 52 meurtres et condamné à mort par fusillade en 1994. Le tueur de Green River, Gary Ridgway, surnommé le tueur de Green River, a mené une série de meurtres dans l'État de Washington. Il a été arrêté en 2001 après que des tests ADN l'ont lié au meurtre de plusieurs femmes disparues. Ridgway a avoué avoir tué 49 femmes, mais certains croient que le nombre pourrait être plus élevé. Ses victimes étaient principalement des femmes travaillant dans des secteurs de la prostitution ou des femmes vulnérables. Ridgway a souvent utilisé des ruses pour attirer ses victimes dans son camion, où il les tuait avant de jeter leurs corps dans des endroits isolés, y compris le fleuve Green River, d'où son surnom. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en échange de son témoignage qui a permis de localiser les corps des victimes non retrouvées. Ces tueurs en série ont marqué l'histoire par leurs crimes monstrueux et leur capacité à échapper à la justice pendant de longues périodes. Ils illustrent la diversité des motivations et des méthodes utilisées par les criminels pour commettre leurs actes horribles.